Bon, alors je vais proposer vite fait une vidéo pour expliquer un peu le théorème du rang. En fait, je vais essayer d'en parler sans donner trop de démonstration et vous donner des pistes en fait si vous voulez un peu voir voilà, plus en détail comment ça fonctionne et en fait ce qui se cache finalement derrière ce théorème que vous allez beaucoup utiliser par exemple en prépa à la fac. Mais en fait, voilà, vous allez l'utiliser assez simplement et il va vous paraître tout bête, mais en fait, il est quand même assez complexe et c'est un théorème qui est vraiment beau si on s'intéresse au fond. Alors, le théorème, bah, déjà, je vais l'énoncer. Donc, je vais prendre f, une application linéaire, donc qui va d'un espace E dans un espace F, donc ce sont des espaces vectoriels. Donc là, espace vectoriel, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler. Je suppose que celui qui regarde la vidéo connaît les espaces vectoriels. D'accord? Ces deux espaces, je vais les supposer de dimension finie. Et donc voilà, j'ai une application linéaire. Pareil, je ne vais pas expliquer, j'ai déjà fait une vidéo sur les applications linéaires. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez, je mettrai le lien. Et donc en fait, le théorème du rang, il dit quoi? Donc le théorème du rang me dit que la dimension de E est égale à la dimension du quart de F, donc le noyau de F, plus le rang de F, qui est en fait la dimension de IMF. Alors, car F, c'est le noyau, donc c'est les éléments, donc c'est un sous-espace vectoriel de E, et IMF, c'est donc l'espace image, ou le rang de F, qui est en fait un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Donc en fait, si on voulait les représenter schématiquement, on aurait E, F, grand F, et donc là-dedans, quelque part, on aurait ker, et 0, bien sûr, parce que c'est un sous-espace vectoriel, et là-dedans, on aurait im, avec bien sûr 0. Alors, ce théorème, à quoi il sert? Bah, au final, si notre application F, elle est par exemple injective, on sait que le noyau, il va être réduit à 0. Et ce qu'on aura, c'est que on aura en fait l'inversibilité de f. Alors, on peut, au lieu de travailler avec l'application f, travailler avec la matrice de f. Donc on prend une base B, par exemple, de E, et on va écrire la matrice de f. Et donc en fait, on peut faire le passage du monde des matrices au monde des applications linéaires. Et donc en fait, on aurait la taille de la matrice est égale à, pareil, la dimension du noyau plus l'image. Donc en fait, c'est à peu près la même chose. Donc moi, je ne vais pas travailler avec les matrices, je vais travailler avec les applications linéaires. Mais vous savez qu'on peut passer d'un monde à l'autre très facilement en écrivant juste la matrice de l'application. Alors, maintenant, on va regarder un peu plus notre théorème et on va faire une pause. On va parler un peu des applications linéaires. Moi, j'aime pas beaucoup le mot application linéaire. Je préfère parler de morphisme d'espace vectoriel. Pourquoi? Parce que en fait, finalement une application linéaire, c'est un morphisme des groupes qui sont cachés derrière l'espace vectoriel. Quand vous parlez d'un espace vectoriel, vous avez dans la définition d'un espace vectoriel l'apparition du mot groupe. En fait, certains critères que doivent vérifier l'espace vectoriel font qu'il y a des groupes cachés à l'intérieur. Et donc finalement, une application linéaire, c'est finalement un morphisme de ces groupes-là. Et qu'est-ce qu'on sait? Avec les morphismes, il y a des trucs très cool. Donc, si j'ai un morphisme F d'un groupe G, alors je ne vais pas l'appeler F, je vais l'appeler par exemple G, on s'en fiche en fait. Je prends un groupe G et un groupe G', et je prends un morphisme de groupe, eh bien je peux, en considérant par exemple H un sous-groupe de G, factoriser mon morphisme de la façon suivante. En fait, au lieu d'aller de G à G' en passant par l'application G, je vais d'abord passer, grâce à la projection canonique, par l'espace quotient, donc G quotienté par H, et ensuite je vais remonter, par exemple avec G', à mon groupe de arrivée. Et donc en fait, là,
je peux écrire finalement que G, c'est G' rond pi. Pi comme projection, d'accord? P, pi, voilà. Et donc c'est la surjection canonique, d'accord? Et ce théorème de factorisation, finalement, il me dit quoi? Il me dit que quand j'ai deux groupes et un morphisme des deux groupes, eh bien, je peux le factoriser de la manière suivante à partir du moment où j'ai un sous-groupe, en passant par l'espace quotient. Donc, dans cette vidéo, pour aller plus loin, vous pouvez voir la notion de groupe quotient, d'accord. Bon, quand vous verrez groupe quotient, vous verrez ce que c'est la surjection canonique, vous verrez tous ces machins-là. Et alors cette notion-là, elle est vraiment super intéressante et super élégante. Les groupes quotients, c'est un truc que une fois qu'on l'a compris, bah, c'est kiffant. Et on peut voir qu'on en fait pas mal de choses. Et les théorèmes d'isomorphisme, qui sont au nombre de 3. Donc pareil, je vous invite à aller les voir. C'est pas ce dont je veux parler ici pour le moment. C'est pas le but. Donc, je récapitule, j'ai un morphisme de groupe, j'ai un sous-groupe du groupe de départ, et donc je peux faire ce petit passage qui s'appelle finalement une factorisation. C'est comme ça qu'on décompose finalement le morphisme de départ grâce à deux morphismes. Alors, H, c'est un sous-groupe de G. Et il y a un truc qu'on connaît, c'est que ici, dans notre théorème, on voit apparaître le noyau. Et nous, on sait quoi? On sait que KRF est un sous-espace vectoriel de E. Et donc, le fait que je vais pouvoir, en fait... Alors, n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Je reviens ici. Pareil avec KRG, qui va être un sous-groupe de G. Et donc, finalement, on va faire le lien entre KRF ici. Et à partir du moment où j'ai un sous-groupe, on a vu que je pouvais quotienter, eh bien, si, plutôt que de prendre un sous-groupe quelconque, je quotiente par le noyau, donc j'obtiens G, G', et ici j'obtiens G quotienté par, alors je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas bien, alors je vais remonter, par ker de G, et je remonte, donc pareil, là j'obtiens pi, là j'obtiens mon autre G', et là j'ai G. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans le cas où on quotiente par le noyau, on sait que G quotienté par ker de G est isomorphe à l'image de G. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce que ker G, en plus d'être un sous-groupe, il est distingué en fait. Donc, le fait d'être un sous-groupe distingué, c'est aussi une piste que je vous renvoie, vers laquelle je vous renvoie. Donc, sous-groupe distingué. Ok, c'est juste quand un sous-groupe, quand ces éléments vérifient une propriété dont on s'en tape pour l'instant. Donc lui, en fait, en plus d'être un sous-groupe, il est distingué dans G. Et en fait, une fois quand on quotiente par un sous-groupe qui est distingué, on a cet isomorphisme-là. Voilà. Donc, pour l'instant, on a quasiment tout expliqué. À peu près. On y est presque. Donc l'image, c'est aussi le rang de G, hein, d'accord? Voilà, c'est deux noms pour le même élément. Il y a aussi une explication, c'est pas le but, encore une fois. Alors, on récapitule. On peut quotienter par un sous-groupe pour obtenir ce petit trajet. Quand on choisit en plus un sous-groupe distingué, comme le noyau, et en fait à chaque fois, le noyau, il est toujours distingué. Donc c'est génial, à chaque fois qu'on a un morphisme, hop, on prend le noyau, c'est distingué, on quotiente et on a cet isomorphisme-là. Alors, dans les espaces vectoriels, il y a la notion de supplémentaire. Supplémentaire. Et le supplémentaire, je ne veux pas que ce soit une notion qui soit confondue avec le complémentaire. D'accord? Tous des espaces vectoriels supplémentaires.
n'ont rien à voir avec des espaces complémentaires, même si on a envie de mélanger les deux notions, elles sont différentes. Je vous invite aussi à essayer de regarder pourquoi. Et en fait, on a un truc super intéressant, c'est que à chaque fois que j'ai un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel, eh bien, je sais qu'il possède des sous-espaces supplémentaires, hein, des supplémentaires, tout simplement. Et en plus, je sais que ces supplémentaires, un petit bug de blédard, ces supplémentaires, ils sont isomorphes. Et ils sont isomorphes à quoi? Eh bien, au quotient. Donc, je récapitule. Si j'ai F, un sous-espace vectoriel de E, je sais qu'il existe des supplémentaires, que je vais noter HI, et je sais que HI est toujours isomorphe à HJ. Et je sais en plus que si je quotiente E par F, eh bien, c'est toujours isomorphe à HI. Eh bien, à partir de là, plutôt que de prendre F, un sous-espace vectoriel quelconque, je vais prendre celui-là, le noyau. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens au final, je vais écrire là-haut, comme ça. J'obtiens finalement que la dimension de E, c'est la dimension de E quotientée par le noyau, par KF, plus donc la dimension de KF. Ce machin-là étant en fait, pardon, celui-là, parce que la dimension c'est un nombre, ce machin-là étant donc en fait isomorphe à l'image, et donc l'isomorphisme me donne la même dimension. Donc, plusieurs notions finalement dans ce petit théorème qui a l'air tout simple, parce que quand on regarde, il tient sur une ligne, on a envie de dire, ah bah tiens, je vais l'utiliser dès que j'aurai un problème, dès qu'on me demande de calculer des dimensions, hop, je vais balancer le théorème du rang et ça va être vite réglé. En fait, si on regarde à l'intérieur du théorème ce qui se passe, il se passe vraiment quand même pas mal de choses. Donc, finalement, dans tout ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Il y a à retenir donc les propriétés sur les supplémentaires, les propriétés sur la factorisation, les groupes quotients, le théorème d'isomorphisme, etc., etc. Donc voilà. C'est un théorème qu'on utilise souvent parce qu'il est très pratique. Voilà à peu près une explication de ce théorème, du pourquoi on peut l'appliquer, d'où est-ce qu'il vient. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question il a l'air quand même beaucoup trop simple et beaucoup trop évident. Genre, voilà, on a le noyau, on a l'image et ça donne la dimension de... Et en fait, c'est pas si évident que ça. Donc j'espère que c'est devenu un peu plus clair pour vous. Je vous renvoie bien sûr à toutes les notions dont j'ai parlé et dont j'ai la flemme de parler dans la vidéo. Et voilà, partagez-la avec vos potes qui n'ont pas trop compris ce théorème. Allez, à plus les gens, et n'hésitez pas à partager ma page.